En manchette ce soir, l'offre du gouvernement sous la loupe du Front commun. L'entente de principe va être analysée par les 420 000 membres du syndicat dès la semaine prochaine. On va laisser les syndicats prendre le temps d'informer leurs membres de la bonne façon. La bravoure d'une résidente de Sainte-Germaine-Boulay récompensée. Et les foreurs de Val-d'Or satisfaits de leur dernière période de transaction. Je fais partie de ce lot-là qu'on a hâte justement d'avancer. Mais je pense que le fait d'avoir échangé Thomas Sibuka va nous permettre ça. Bonsoir tout le monde, je commence en vous souhaitant d'abord une très belle année 2024 avec évidemment beaucoup de bonheur et surtout la santé qui est le plus important. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous tenons à corriger une erreur diffusée sur nos ondes. Lors de notre revue de la semaine du 23 décembre 2023, on a mentionné à tort que la ville de Val-d'Or offrait la plus forte majoration de taxes municipales de la région avec une hausse de 6,9%. Toutefois, selon les chiffres exacts présentés officiellement par la municipalité, cette hausse se chiffre plutôt à 3,3%. Nous tenons donc à présenter nos excuses à la ville de Val-d'Or, mais aussi à ses citoyens qui ont été induits en erreur. On passe maintenant à un autre dossier. On apprenait plus tôt la semaine dernière qu'une entente de principe va être présentée aux 420 000 travailleurs du Front commun. Des assemblées générales vont d'ailleurs débuter dès la semaine prochaine afin que les membres prennent connaissance des détails de l'offre qu'Emilia Laliberté. Les travailleurs du Front commun n'ont pas dit leur dernier mot dans les négociations du secteur public. L'entente qui va être présentée aux membres, c'est un tout. Même si l'augmentation salariale de 17,4 % est sur toutes les lèvres, les membres auront une longue liste à analyser dans l'entente de principe présentée par Québec. Selon le président régional de la CSN, des enjeux régionaux tels que la rétention et l'attraction du personnel vont devoir être pris en compte par les membres. En région, on a un réel problème avec la rétention des ouvriers spécialisés. Et on voit que dans l'entente, il y aura une bonification de la prime octroyée aux ouvriers spécialisés, ce qui fait que c'est une augmentation de 5 %. Donc, il y avait déjà une prime de 10 % pour les ouvriers spécialisés. Cette prime-là va passer à 15 %. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, tant dans l'éducation que dans la santé. Toujours selon Félix-Antoine Lafleur, toutes les décisions reviennent entièrement aux membres. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre objectif, c'est que ce soit les membres qui en soient informés le plus rapidement possible et avant. Donc, on va laisser les syndicats prendre le temps d'informer leurs membres de la bonne façon parce que, comme je le dis, et c'est bien important de le comprendre, c'est un tout. La réalité de tous et chacun doit être représenté autant que faire se peut. Et c'est ça le défi d'une convention collective, d'une entente de principe. Dans le secteur de l'éducation, des gains par rapport aux assurances collectives et au régime de retraite sont entre autres sur la table. Pour la présidente du syndicat régional de l'enseignement, c'est un mouvement de mobilisation qui semble porter fruit jusqu'à maintenant. C'est clair que la mobilisation a joué un rôle crucial. On le sait, là, d'entrée de jeu, l'offre patronale était de 9 % pour le salaire pour 5 ans. On est maintenant, comme je vous le disais, à 17,4 %, même plus que ça quand on pense à la clause du pouvoir d'achat, de protection du pouvoir d'achat. Et c'est certain que si on n'était pas allé dans la rue, il n'y aurait pas eu ces gains-là. Puis là, on parle du salaire, mais il y a également tous les autres éléments, là, notamment au sectoriel, puis par rapport à retraite, assurance collective, etc. Et on avait face à nous un adversaire de taille. Je vous dirais que le gouvernement caquiste a donné du fil à retordre à nos négociateurs. Puis c'est certain que si nos membres n'avaient pas été aussi mobilisés, on n'en serait pas à présenter une telle offre aujourd'hui. Dès le 15 janvier, les membres du Front commun vont donc être consultés et pourront voter sur l'entente de principe proposée par la CAQ. Les négociations devraient se poursuivre au moins jusqu'au 19 février. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. D'ailleurs, c'est demain que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, doit présenter son plan de rattrapage scolaire qui est destiné aux élèves ayant manqué des jours d'école en raison des mobilisations du secteur public. Et selon la présidente du syndicat régional de l'enseignement, il y a toujours de l'inquiétude qui se fait sentir notamment chez les enseignants, mais aussi chez les parents. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment par rapport à la semaine de relâche, puis oui, par rapport à nos membres, les enseignants qui se questionnent, mais aussi les familles qui ont des plans déjà de vacances là, de prévus pour la semaine de relâche. Donc, on pourra se prononcer seulement demain qu'on aura vu la teneur là, du plan de rattrapage de M. Drainville.
Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous inquiet du retard pris par les élèves en raison des grèves du Front commun ?» Vous avez répondu oui à 60%. En transport, on vous en parlait la semaine dernière de cette possible grève chez les agents de bord de chez Air Transat. Eh bien, le syndicat canadien de la fonction publique a annoncé la conclusion d'une nouvelle entente de principe ce dimanche soir avec Air Transat en vue de renouveler la convention collective des 2100 agents de bord de l'entreprise. Et dans la région, plusieurs voyageurs et agences de voyage éprouvaient des craintes face à un possible débrayage. Des assemblées générales syndicales auront lieu dans les prochains jours pour leur en dévoiler le contenu et la soumettre à leur vote. D'ici là, le SCFP n'émettra aucun commentaire sur le sujet. Et plus tard au bulletin, Stéphanie, Dame Nature n'a pas dit son dernier mot concernant l'hiver. On peut s'attendre à avoir beaucoup de neige d'ici les prochains jours. Effectivement, Mélissa, je vous donne un petit conseil. Gardez la pelle proche, gardez le petit balai à neige dans les voitures. On s'attend à avoir quand même beaucoup d'accumulation de neige. Je vous donne tous les détails plus tard au bulletin. Oui, à tout à l'heure, Stéphanie. On va parler d'héroïsme. Oui, maintenant, une cérémonie a eu lieu aujourd'hui à Sainte-Germaine-Boulay pour remettre la médaille de la députée à une citoyenne ayant fait preuve de courage lors d'un important incendie. Notre collègue Kimberly Hall était sur place. Comment vous vous sentez de recevoir le prix de la députée? Beaucoup d'émotions. Oui? Oui, beaucoup d'émotions. Le 6 octobre 2022, Diane Brousseau s'est démarquée par sa bravoure lorsqu'un feu s'est déclaré dans son immeuble où résidaient également 11 personnes. En plus d'avoir déclenché l'alarme qui n'a pas sonné automatiquement au début, elle a pris le risque de cogner à chaque porte pour s'assurer que chaque personne, majoritairement des personnes âgées, puisse sortir sécuritairement. Cet acte lui a donc valu de recevoir la médaille de la députée de l'Assemblée nationale. Une surprise qui a particulièrement ému la récipiendaire. Pour moi, c'est normal de faire ça, mais si je reçois ça, tant mieux. Oui, vous avez trouvé ça comment, la cérémonie? Ah, c'est super, c'est super. Merci à tout le monde. Et le feu, il était à mon loyer en premier. Je venais de déménager. J'ai déjà passé au feu aussi quand j'étais petite. Fait que peut-être que le réflexe est là. Non, c'était normal pour moi. Bien que le bâtiment soit une perte totale et que la cause de l'incendie est toujours inconnue, il n'y a eu aucun blessé et aucun décès. Diane Brousseau a même assisté une résidente d'environ 90 ans, malentendante et presque non-voyante, à descendre les escaliers. Un exploit important, selon Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest. Ces gens-là, on devrait les souligner encore plus souvent. Alors, c'est extraordinaire dans une municipalité comme ça, une dame qui a réussi même à sauver des vies. Et d'autant plus qu'il y avait des personnes qui étaient à mobilité réduite, qu'il y en avait qui avaient des problèmes auditifs. Alors, encore une fois, bravo à Mme Brousseau. C'est tous des actes, soit par une application, soit par une implication sportive, culturelle. Alors, les gens font la demande et c'est habituellement analysé à l'Assemblée nationale et on est autorisé à remettre la médaille, alors c'est toujours un plaisir. Pour le HLM en question, une reconstruction est prévue d'environ 1 an si les délais le permettent. D'ailleurs, Mme Brousseau, qui reste maintenant à Roquemort, souhaite habiter dans ce nouveau bâtiment si l'opportunité le permet. Kimberly Hall, RNT Nouvelles, Sainte-Germaine-Boulay. La ville de Val-d'Or lance officiellement le défi Château de neige 2024 qui s'étend du 8 janvier au 12 mars prochain. L'objectif premier du défi est d'avoir du plaisir à bouger dehors. Il y a également des prix de participation en jeu. Et pour participer, eh bien, il suffit de construire un château de neige à l'endroit de votre choix, de l'immortaliser en photo, mais aussi de partager cette dernière en l'inscrivant sur le site internet du défi Château de neige. C'est plus de 8000 châteaux de neige qui ont été construits depuis 2014 grâce à l'initiative de Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance.
La cinéaste Sophie Dupuis se démarque auprès de grandes pointures du cinéma hollywoodien. La Val-d'Orienne figure parmi les 10 cinéastes à surveiller en 2024. On vous dit selon quel magazine dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 9 décembre dernier, les familles des 80 employés de Lactalis à Lavernochère ont eu l'occasion de visiter l'usine. Ce sont 140 personnes qui se sont familiarisées avec les différentes étapes de transformation du lait, en plus d'apprécier l'automatisation des lignes d'emballage du beurre et de la poudre de lait. La dernière fois qu'un tel événement a eu lieu remonte à plus de 10 ans. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, une cinéaste de chez nous, se démarque auprès de grandes pointures du cinéma hollywoodien. Ah oui, Mélissa, je suis tellement heureuse, tellement comblée, j'ai le goût de crier. Mais je vais m'en retenir un petit peu. C'est la Val-d'Orienne Sophie Dupuis qui se retrouve en liste concernant les 10 cinéastes à surveiller en 2024 selon le magazine Variety, qui est quand même assez difficile à dire. Essayez-le à la maison. Variety, je l'ai pratiqué pas mal ce soir. Donc, c'est quand même pas rien parce que Sophie Dupuis se retrouve justement dans ce magazine-là qui est consacré à l'industrie du spectacle. Et pour ceux et celles qui se demandent pourquoi elle s'est rendue là, bien, c'est grâce à son 3e long-métrage solo. Je peux vous dire qu'elle est vraiment très, très fière d'être en liste. J'ai des offres, j'ai des gens qui s'intéressent à mon travail. Je pense que c'est vraiment juste le début là, c'est ça, là, de l'intérêt peut-être américain ou Canada anglais vers moi. Elle reste à voir ce que j'ai envie de faire. Moi, j'aime quand même beaucoup ça, tourner au Québec. Je suis contente de représenter le Québec, le Canada français, de parler dans notre langue, de diriger des acteurs d'ici, de raconter des histoires de gens d'ici. Donc, ça reste aussi après voir quelle œuvre, quel art j'ai envie de porter. Donc, ça, c'est en questionnement présentement. Mais si je peux aller raconter mes histoires aux États-Unis, ça se pourrait aussi. En tout cas, tout ça est en réflexion, disons. Je me suis jamais arrêtée au fait que j'étais une Québécoise, que j'étais une Abitibienne, que peu importe, je me suis toujours dit non, j'ai des choses à dire, j'ai envie d'aller vivre cette vie-là puis de raconter mes histoires. Je pense qu'il faut pas penser qu'on est limité. Puis, ce que je dirais aussi, un petit conseil, c'est en tant qu'artiste, on permet aux gens de regarder à travers nos yeux pendant à peu près, ben, si on est une cinéaste, pendant 1 heure et demie, disons, on permet aux gens de regarder à travers nos yeux. Fait qu'il ne faut jamais, en fait, travestir ou transformer notre instinct, notre intuition, notre façon de regarder le monde, parce que sinon, on ne permet pas aux gens de regarder le monde à travers nos yeux. Probablement que ce qui s'est passé au TIFF, là, on a gagné meilleur film canadien au TIFF, qui est comme quand même un gros prix, ça a probablement en fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont tourné leurs yeux vers nous là, pour voir de quoi avait l'air Solo. C'est une grosse affaire, là. C'est assez... j'étais étonnée, en fait, que mon nom se rende là. J'ai déjà été dans les 10 réalisateurs, réalisatrices à surveiller canadiens l'année passée. Mais là, d'être sur la liste des réalisateurs, réalisatrices du monde à surveiller, j'avoue que je suis un peu... je comprends pas ce qui se passe. J'ai fait une demande de financement déjà à la Sodec Téléfilm pour mon prochain long-métrage que j'ai eu le temps d'écrire dans la dernière année. Je suis en écriture de plusieurs autres choses. Et voilà, il y a peut-être des petites offres sur la table ici et là pour certains trucs très intéressants. Mais voilà, je ne peux pas encore parler de rien parce que tout est très, très embryonnaire pour le moment. Mais je pense que les prochaines années vont être excitantes et effervescentes.
Il y a eu beaucoup d'actions dans la LHJMQ avec les matchs des Foreurs et des Huskies, mais également en raison des transactions. On va parler aussi après la pause de la GMHL et des Forestiers d'Amos. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et malgré 2 défaites, les Foreurs de Val-d'Or concluent leur week-end d'action avec 1 point sur une possibilité de 4. D'abord vendredi, les Foreurs se sont inclinés par la marque de 5-2 contre les Olympiques de Gatineau. Les hommes de Maxime Desruisseaux avaient toutefois l'opportunité de se reprendre samedi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Dans un match qui se voulait à l'avantage de l'Armada, les Foreurs ont tout de même offert une bonne performance pour conclure avec une défaite de 2-1 en prolongation. Et avec ces 2 matchs, la série des 2 revers du Verret Or est de 5. Du côté des Huskies, c'est un week-end à domicile plutôt en demi-teinte. D'abord à l'action vendredi, la Meute a su s'imposer par la marque de 6-3 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et avec une récolte de 5 points, Daniel Bourrache s'est mérité la première étoile de la rencontre. Avec tous les 3 points, André Lochko et Jérémy Langlois complètent la marche avec la 2e et 3e étoile. De retour en action samedi, malgré une bonne performance, les hommes de Martin Dagenet se sont inclinés par la marque de 5-3 contre les Olympiques de Gatineau. Et avec ces défaites, la série de victoires des Huskies se termine à 11. Le prochain match des Huskies est un duel de la 117 contre les Foreurs de Val-d'Or ce mardi à l'Arena Glencore. D'ailleurs, l'ailier droit des Huskies, Daniel Bourrache, est nommé sur l'équipe de la semaine dans la LHJMQ. L'attaquant biélorusse s'est distingué chez les Huskies avec 2 buts et 5 passes en 2 matchs. Une bonne tape dans le dos pour l'attaquant qui a connu une première moitié de saison plus difficile. Il était le meilleur buteur du club l'an dernier avec 41 buts. Il en a présentement que 9 à sa fiche. Et on va parler maintenant de transactions dans la LHJMQ qui avaient lieu jusqu'à samedi dernier. Les Foreurs ont notamment été actifs avec 4 transactions. L'équipe a présenté même un bilan de cette période d'échange et de sa première moitié de saison aujourd'hui. Johan Carrière. Je l'ai dit depuis que j'étais en poste de directeur gérant, on n'a pas de choix au repêchage. Fait que si ça me sortait par les oreilles, les choix au repêchage, Thomas Sibouka sera encore ici aujourd'hui. C'est dans le but de continuer à remplir leur banque de choix au repêchage que les Foreurs ont échangé le défenseur Thomas Sibulka au Cap-Breton contre 2 choix de 2e tour. Pour le remplacer, Val-d'Or a acquis William Bishop du Titan d'Acadie Bathurst et a ajouté l'attaquant de 20 ans Xavier Sarrazin à son noyau offensif. Maxime Desruisseaux s'est dit satisfait de son travail durant la dernière période des échanges. Je fais partie de ce lot-là qu'on a hâte justement d'avancer. Mais je pense que le fait d'avoir échangé Thomas Sibulka va nous permettre ça. On est allé chercher 2 excellents choix au repêchage. Et puis ça c'est une transaction qui, à court terme, nous fait mal, sans aucun doute. Mais par contre, à long terme, je pense que ça va être très bénéfique. Le capitaine David Doucet et Zachaël Turgeon ne seront également pas de retour avec l'équipe pour cette 2e moitié de saison. Le premier a décidé de rentrer chez lui pour soigner ses blessures, tandis que le deuxième a souffert de la congestion chez les joueurs de 20 ans au sein de l'équipe. Avec Sibulka, ce sont donc 3 des 4 membres du groupe de leadership du début de la saison qui ont quitté dans les derniers jours. Une situation qui n'inquiète toutefois pas Maxime Desruisseaux. Charles-Antoine Plot aurait pu facilement avoir une lettre au camp d'entraînement, Gaudio également. Donc on va s'asseoir, le staff, dans les prochains jours, savoir qui va se mériter une lettre. Mais assurément, on a plein de bons leaders par l'exemple. Vous l'avez vu, là, on ne l'a jamais annoncé officiellement, mais Barry a une lettre depuis un certain temps. Évidemment, on l'a considéré parce que de sortir des leaders, ça a un impact dans un vestiaire, sur la glace, bref, partout là, dans la vie de tous les jours. Donc, oui, on l'a considéré, mais il fallait avancer comme équipe, comme organisation. Les Foreurs regardent maintenant vers les séries éliminatoires et la clé pour y parvenir sera la santé des joueurs. Si son groupe parvient à éviter les blessures, le directeur général et entraîneur-chef est convaincu qu'il participera à la danse printanière. L'objectif, c'est de faire les séries, puis une fois qu'on va être là, ça va être justement de causer cette surprise-là en première ronde, mais sans aucun doute, j'y crois plus que jamais. Pour une des raisons, c'est pour que la première fois en 3 ans, on va dire ça comme ça, pour la première fois en 3 ans, on a un gardien numéro 1 en janvier.
Fait que, ça, c'est le fun. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos terminent leur week-end à domicile avec une victoire et une défaite. Les hommes de Sean Lanoux étaient en action vendredi et samedi contre les Vikings de Saint-Eustache. Et dans un premier affrontement plutôt serré vendredi, c'est les Forestiers qui sont sortis victorieux avec un gain de 4-3. Samedi, toujours contre les Vikings, les Forestiers ont été confrontés au scénario inverse. Malgré une avance de 3 buts, la troupe amossoise n'a pas su garder la cadence et s'est inclinée par la marque de 4-3. Dans la GMHL, le vendredi soir à la maison, les Pirates de Ville-Marie se sont imposés 11-1 sur les Spartans. Ils ont toutefois été défaits dimanche contre le Titan de Témiscamingue et Vincent Huot-Orellana, le meilleur buteur de la Ligue par la marque de 8-2. Ville-Marie est actuellement 3e dans la GMHL et c'est l'équipe qui a la meilleure production offensive. Les Pirates comptent en moyenne 7 buts par match. Pour Sainte-Terre, ça a été une fin de semaine difficile avec 3 défaites en 3 jours. Et c'est surtout les pointages finaux 10-0, 8-1 et 13-3 qui frappent l'imaginaire. Le Bécard de Sainte-Terre est dernier dans la Ligue. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, Environnement Canada nous annonce une tempête à la grandeur du Québec. Oui, on parle quand même d'accumulation de neige entre 20 et 40 cm de neige. C'est quand même pas rien, mais en ce qui a trait à la région, c'est plutôt 10 à 15 cm qu'on devrait recevoir dans la nuit de mardi à mercredi pour l'ensemble des secteurs. En ce qui a trait ce soir et cette nuit pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même des nuages avec un minimum de moins 24, refroidissement éolien, de moins 32 au cours de la nuit avec des risques d'engelure. Pour le Témiscamingue, c'est généralement nuageux avec 30 de probabilité d'averse de neige tôt ce soir, minimum de moins 18. En ce qui a trait demain, 2 cm de neige au nord avec max de moins 8. Des nuages au Témiscamingue avec 2 à 4 cm de neige, un maximum de moins 6. Et pour mercredi, toujours de la neige, un maximum de moins 5 pour l'ensemble des secteurs. Je peux vous dire que les amateurs de sports d'hiver vont en avoir pour leur argent. Effectivement, mais il faudra surtout faire attention quand même sur les routes. Merci Stéphanie. Et je termine avec un lancement d'un appel de projet pour promouvoir et favoriser la mobilité durable du Québec. Les demandes d'aide financière sont admissibles jusqu'au 30 avril prochain auprès du programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable. Sur ce, bonne soirée et à demain.